Le monde a les yeux rivés depuis quelques semaines sur la région du Moyen-Orient et plus spécifiquement sur la bande de Gaza, où se déroulent des affrontements d'une cruauté inouïe entre les Palestiniens et les Israéliens, ou plus spécialement ou spécifiquement entre le Hamas et l'armée de l'État d'Israël. On avait cru ce conflit enterré et que le processus tel qu'il s'est déclenché avec le rapprochement récent de l'Arabie saoudite et l'État d'Israël ou le gouvernement israélien était susceptible de donner une nouvelle tournure à la question et peut-être, dans certains esprits, d'enterrer la problématique palestinienne. Il faut reconnaître à l'organisation Hamas le mérite, entre guillemets, d'avoir remis sur le tapis la centralité de la question palestinienne. Sa démarche, initiée le 7 octobre, peut être au niveau de la forme très contestable, puisque s'apparentant à du terrorisme, puisqu'elle s'est attaquée à des personnes civiles. Cette démarche avait un timing politique et une pertinence politique incontestable. Elle a remis sur le tapis, comme je viens de le dire, la centralité de la question palestinienne et elle a réveillé l'Occident, l'opinion publique internationale, l'opinion publique arabe à ce problème. Que faire maintenant alors que nous sommes toujours en présence d'un bombardement qui s'apparente pratiquement à une tentative de mettre au pas toute une population de 2 300 000 habitants dans une superficie très réduite, 40 km de longueur sur une douzaine de largeur. Est-ce que Israël, avec cette férocité dont il fait preuve, va-t-elle trancher la question d'un point de vue militaire ou militairement ? Il semble que ce n'est plus possible et ce n'est pas possible. Est-il ou est-elle jamais été possible, cette solution? Non. Que faire alors? Attendre que Israël se lasse de larguer et d'essayer de couvrir toute la bande de Gaza d'un tapis de bombes, tuant civils, enfants, femmes, médecins, journalistes, sans discernement, soi-disant pour trouver entre eux quelques éléments du Hamas. Est-ce la solution? Et après qu'on ait tué des dizaines de milliers de populations palestiniennes, pour se venger, c'est une grande vengeance, c'est la loi du talion, c'est biblique, et après? Parce que la question de l'après se pose. Peut-on croire, comme certains responsables israéliens le disent ces derniers jours, qu'il faut larguer une bombe atomique carrément sur la bande de Gaza, ou essayer, comme l'a dit récemment, je crois hier ou avant-hier, la ministre de la Communication israélienne, qu'il faut prendre ces 2 300 000 et les déplacer dans un autre pays ou les dispatcher sur plusieurs pays, réitérant la fameuse Nakba? Non, la question ne se pose pas de la sorte. La question, et je pense que les dirigeants occidentaux se dirigent vers cette perspective, probablement poussés par une réaction tout à fait honorable de leur opinion publique, qui se sont retournés en quelques jours, quelques semaines, contre un appui inconditionnel à l'État d'Israël, appui qui trouve bien sûr ce relent historique dans les turpitudes de l'Occident à l'égard de ce peuple juif durant la Seconde Guerre mondiale et même avant, à travers les programmes et différentes purifications faites. Cette situation nouvelle interpelle une solution non pas de replâtrage bien sûr, mais une solution radicale.
La proposition faite dans le Washington Post par le président Joe Biden, poussée probablement par une contestation radicale qui vient de son parti et de sa jeunesse, puisque 70% de la jeunesse américaine âgée entre 18 et 34 ans considère qu'il y a une grande injustice faite au peuple palestinien. Poussé par cette opinion publique, par les universitaires américains, chose inédite. Aussi des opinions publiques canadiennes, britanniques auxquelles ils sont sensibles, ils sont en train de voir quelle est la solution. La solution proposée par le président Joe Biden est pratiquement un retour aux accords d'Oslo, c'est-à-dire la solution à 2 États, avec bien sûr un État palestinien composé à la fois de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, avec des couloirs qui peuvent assurer le passage entre les 2 entités. Assurer l'existence et la pérennité de l'État d'Israël, voilà une solution qui devait se faire. Elle n'a pas été faite du fait de l'acharnement de la droite israélienne et aussi derrière elle l'extrême droite qui n'ont jamais accepté et n'acceptent pas toujours la solution à 2 États. Netanyahou a eu la possibilité de manœuvrer, de croire qu'il allait éloigner cette perspective d'un État palestinien, il n'a pas réussi et il ne pourra pas réussir. Malgré les accords d'Abraham, interprétés faussement par lui, malgré un certain rapprochement aussi avec l'Arabie saoudite, puissance régionale d'importance dans le Moyen-Orient, tout cela ne peut pas suffire. Tout cela ne peut pas occulter le droit des Palestiniens à avoir leur État. Alors que faire? Que faire et que peut faire l'Occident et aussi l'opinion publique arabe, les dirigeants arabes, et aussi, pourquoi pas, comment peut le Maroc contribuer à ce processus de paix? Vous allez me dire le Maroc est bien loin et que pourrait peser l'influence du Maroc face aux États-Unis, l'Occident, un certain nombre de puissances, dont la Chine et la Russie, bien sûr. Le Maroc peut jouer un rôle et il le joue. Le pari fait par le Maroc avec les accords d'Abraham ont été doubles. Premièrement, le fait de, disons, répondre favorablement à une demande réelle de sa population juive. Elle est là, elle est dispersée dans le monde et elle habite Israël, composée de plus d'1 million de personnes qui demandaient un rapprochement avec le Maroc. Historiquement, elle est là, elle est attachée à son pays d'origine, le Maroc, et aussi par un souci, il faut le dire, de réalisme et de pragmatisme diplomatique qui l'aiderait à résoudre et avancer dans le dossier du Sahara. Nous ne le cachons pas, ces 2 éléments ont joué. C'est toujours ces 2 éléments qui pourraient aider à une solution ou l'aide à une solution de 2 États au Proche-Orient. Comment? Tout simplement du fait que cette solution qui, bien sûr, prônée aujourd'hui par Joe Biden et derrière lui l'ensemble de l'Occident, ne pourrait voir le jour qu'à travers un éloignement de la droite et de l'extrême droite israélienne du pouvoir. La possibilité donnée au peuple israélien de prendre conscience qu'il ne peut vivre en paix à côté des Palestiniens qui, s'ils acceptent l'idée qu'ils peuvent et qu'ils ont droit à un État. Et cela, le Maroc peut le transmettre à sa population ou à ces éléments qui déclarent un attachement à ce pays, parce que, je viens de le lire, il y a eu même des missives adressées au roi de la part de ces organisations qui représentent ces populations, disant « demandons au roi d'intervenir ». On peut leur demander, c'est une démarche à titre tout à fait personnel, on peut leur demander d'avoir une démarche inverse, d'œuvrer pour la paix à l'intérieur de l'État d'Israël, à travers leur voix, à travers leur vote, et
éloigner les éléments belliqueux des gouvernements mis en place par les différentes coalitions à l'intérieur de la démocratie israélienne. C'est une manière de procéder. Et aussi, une deuxième dimension où le Maroc peut être très présent, c'est à travers les accords d'Abraham qu'il ne faut pas repousser. Telle est mon opinion, malgré les vociférations d'un certain nombre d'opposants ou de dirigeants de Hamas de seconde zone, dont Michel, cet opposant ou ce leader de 5 étoiles qui vient donner des leçons à notre pays, le Maroc, à travers les accords Abraham, pourrait proposer l'inclusion du futur État palestinien dans l'accord d'Abraham et la construction d'une prospérité commune dans la région MENA et dans tout le pourtour du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Israël a tout à gagner. Elle a gagné la paix, elle a gagné la prospérité avec les autres États arabes, elle a les moyens d'être la locomotive dans un certain nombre de secteurs, elle a les moyens intellectuels, et les pays arabes ont les moyens financiers, humains, et aussi une certaine richesse et recul historique qu'ils peuvent mettre en avant. Voilà peut-être une petite contribution, mais un point de vue de quelqu'un du Maroc qui voit ce conflit où deux peuples qui lui sont chers, il faut le dire, se déchirent de manière injustifiée, refusant le dialogue, refusant la coexistence. Le Maroc, pays de tolérance et de coexistence, peut donner aussi son point de vue sur cette dimension, parce que, historiquement, il a démontré que c'est un pays qui a été là, qui a su protéger les siens. Il les a protégés historiquement contre les pogroms de l'Espagne catholique, contre aussi l'Inquisition. Il les a protégés même durant la Seconde Guerre mondiale. Bref, nous sommes un pays qui peut faire encore étalage de son histoire sans aucun problème et sans aucun complexe. Tout le monde souhaite la paix au Proche-Orient. Ce n'est pas bon ni sain que deux peuples proches, nous sommes les fils d'Abraham, puissent s'entre-déchirer de la sorte. Nous formulons encore l'espoir que la démarche de Joe Biden puisse trouver écho et que le Maroc soit associé à cette démarche pour essayer de pousser vers une coexistence pacifique entre l'ensemble des religions, entre les deux peuples, et pour que les peuples palestiniens ou le peuple palestinien puissent vivre en paix et sans souffrance. Souffrance qui nous fait énormément mal ici au Maroc et dont nous sommes tout à fait solidaires et conscients.